Merci beaucoup, Monsieur le Directeur du Centre Marc Bloch. Merci de m'avoir invité à y prendre la parole. Merci à tous ceux qui sont venus également écouter ce que je vais dire. C'est d'autant plus important que ça se passe au Centre Marc Bloch. Pour un historien, c'est toujours un grand plaisir et même un honneur d'intervenir dans un centre nommé ainsi. Je crois qu'il y a 2 jours, j'achetais son livre, je crois, le grand plaidoyer pour l'histoire, qui souvent est très malmené. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous parler des rapports entre mémoire et histoire dans le champ autour d'un objet qui est l'esclavage et les traites esclavagistes. Nous travaillons en histoire et les relations que nous avons avec la mémoire sont très compliquées. Les historiens savent que les mémoires, c'est la matière première de l'histoire, mais c'est une matière première qui est très rebelle parce qu'elle prétend elle-même qu'elle est un discours historique. Et donc, si les historiens veulent c'est comme si les maçons se trouvaient avec des briques qui parlent et qui refusent de se mettre à la place où ils les mettent. Les bâtiments seraient très compliqués à manipuler. Et c'est toute la difficulté que les historiens ont avec la mémoire, d'autant que les historiens disent que le discours que nous tenons, voilà les éléments pour détruire notre discours. La mémoire dit, je veux une adhésion totale et immédiate. Je ne veux pas être discuté. Et les historiens, leur métier, c'est justement de discuter la mémoire, surtout quand c'est les mémoires étatiques ou les mémoires communautaires. Et souvent, elles sont utilisées pour justement ne pas dévoiler les rapports réels et surtout quand c'est des rapports de domination. Puisque le rapport de domination se construit en essayant de cacher le maximum possible au dominé les ressorts par lesquels il est dominé. Parce qu'il les comprend, il les détruit. Donc il vaut mieux le lui cacher. Et si quelqu'un vient pour dire que voilà ce qui est caché, il devient un empêcheur à tourner en rond. Et il introduit des éléments de perturbation. Mais comme on dit chez moi, il y a des gens qui sont payés pour dire ce qui plaît aux payeurs. Et il y a des gens qui sont payés pour dire des choses qui ne plaisent pas aux payeurs. Moi, je fais partie du deuxième groupe. Je suis payé pour dire des choses qui souvent ne plaisent pas aux payeurs. Donc, c'est mon métier de le faire. Donc, je vais continuer à le faire. Alors, j'aurais bien aimé voulu dire comme le directeur quelques mots en allemand. Mais dommage, j'ai fait malgré tout 1 an ici à Berlin au Wissenschaftskolleg. Une année où il avait fait un hiver très très froid. C'est le grand souvenir que je garde de cet hiver-là. Et donc, comme j'ai raconté tout à l'heure à Jacob, que dans la ville où j'ai grandi, pratiquement tous les jeunes qui n'ont pas été à l'école parlent allemand. Ceux qui ont été à l'école ne parlent pas allemand. Moi, j'étais à l'école, donc je ne parle pas allemand. Parce que quand j'étais jeune, il y a une entreprise allemande qui s'appelle Neckermann und Reisen, qui s'est installée dans la ville où j'ai grandi et qui avait un grand hôtel là-bas qui s'appelait le Paradis. Donc les touristes allemands qui venaient là-bas en très grand nombre, les jeunes qui n'allaient pas à l'école allaient gagner un peu d'argent avec eux. Et la phrase que tous les gens comprennent là-bas en allemand, c'est une seule phrase que je connais bien sûr, parce que tout le monde connaît cette phrase pratiquement. C'était la phrase des touristes de dire « Ich habe kein Geld ». C'est une phrase utile pour les recteurs. Parce qu'on demande beaucoup d'argent aux recteurs. Et moi, je suis donc un recteur d'une université africaine.
l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je dis souvent même que je ne suis pas un recteur, mais plutôt un sapeur-pompier, que je dois éteindre beaucoup d'incendies tout le temps, ou même le maire d'une ville un peu bizarre qui a l'année dernière 78 000 habitants qui ont entre 19 et 30 ans. Et ils se réveillent tous en disant toujours la même phrase, je pense que. Et ils croient que ce qu'ils pensent doit être réalisé immédiatement par le recteur. Bon, donc ça m'a donné un syndrome que j'appelle le syndrome de Obama, d'être le premier président noir qui a blanchi. Moi aussi, j'ai blanchi de ma tête. Ça m'amène à vous dire un petit mot d'abord, comme disait, je crois que c'est Brodel qui l'a dit, pas Marc Bloch, mais Brodel, je crois qu'il a dit, que les bons débats commencent par les définitions, qu'on s'entende sur le sens des mots. Alors, je disais que les bonnes discussions commencent par les définitions et je voudrais être très précis dans la définition. Chaque fois que je dis en Afrique que je travaille sur l'esclavage, tout le monde croit que je travaille sur les traites esclavagistes. Et pense que je travaille sur les personnes qui ont été enlevées en Afrique et amenées en Amérique ou amenées dans le monde arabe, qui est la traite transsaharienne. Et je dois toujours préciser que l'esclavage, c'est un phénomène universel qui est connu dans toutes les sociétés humaines, que ce n'est pas seulement l'esclavage des colonies d'Amérique qui est la seule forme d'esclavage, que ça existait dans toutes les sociétés humaines, y compris en Afrique, en Europe, en Asie, partout, et toutes les populations du monde, quelle que soit leur couleur de peau et leur nationalité aujourd'hui, ont connu l'esclavage, ont été mis en esclavage, qui est pour aller vite le fait de priver quelqu'un de sa liberté par un acte de violence. Il n'y a pas d'esclavage sans violence, ça n'existe pas. On est arraché à son terroir, à son lieu d'habitation et amené ailleurs. On ne peut pas être esclave chez soi. L'esclave, c'est l'étranger absolu. Il est toujours un migrant. Et on parle aujourd'hui beaucoup de migration, je vais y revenir tout à l'heure, mais la traite des esclaves, c'est une migration forcée. Et c'est cet arrachement par la violence qui est l'acte qui démarre la mise en esclavage. Quand l'acte est produit, celui qui est pris n'est pas encore un esclave. Tout au plus, c'est un captif. Il est en captivité. Mais quand on est en captivité, ça ne signifie pas qu'on est esclave. Sinon, tous les gens qui sont dans les prisons étaient des esclaves. Ce qui n'est pas le cas. Donc, on est en captivité. Démarre un processus qui est très long de transformation de la personne libre en esclave. Peu importe où on l'amène. Peu importe quelle est la couleur de sa peau. Peu importe quelle est sa position sociale. Il pouvait être un roi, il a perdu une guerre, on l'amène. Il pouvait être un palefrenier, on lui enlève son cheval, on le jette et on l'embarque et il est parti dans le processus de captivité. Et il y a là, se met en place une machine de fabrication de l'esclave. C'est un processus. Heureusement, le mot français esclavage décrit un état. C'est pourquoi je préfère le mot enslavement qui décrit un processus. Processus de dépersonnalisation. Il n'y a pas un esclave qui continue de porter son nom. On change rapidement son nom. Et puis, on le déshumanise par la violence. Et on le désocialise et surtout on le démémorise. Il faut enlever sa mémoire parce que celui qui garde sa mémoire encore n'est pas un esclave. C'est pourquoi le meilleur captif qu'on peut rapidement amener à l'esclavage, c'est un enfant. Parce que sa mémoire n'est pas encore suffisamment formée. Donc, on le met dans ce processus et une fois entré dans le processus jusqu'à un certain point, on peut dire que maintenant, il est esclave. Mais pour moi, c'est un processus qui est infini. Puisque l'être humain, par définition,
je ne peux pas le démontrer, mais je le sens, il a toujours cette volonté d'être libre, quelle que soit la condition dans laquelle vous le mettez. Vous pouvez lui appliquer la violence la plus extrême, le transformer le plus radicalement, il gardera toujours ce que les Grecs appelaient le thymos, quelque chose qui fait qu'il a envie d'être libre et qu'il est prêt à se battre pour sa liberté. Et les esclaves, souvent, c'est une bataille de mort ou de vie. Toutes les révolutions anti-esclavagistes ont pour slogan la liberté ou la mort. Parce que ce qui se joue, c'est la vie elle-même qui va se jouer à ce niveau. Donc c'est ça que j'appelle esclavage. C'est différent de la traite des esclaves. La traite des esclaves, c'est un commerce de captifs. Quand les gens viennent d'être arrachés à la liberté, qu'ils sont en captivité, qu'on les amène dans un autre espace qui n'est pas l'espace auquel ils sont habitués. Ce commerce-là, c'est ça qui est la traite. Souvent, il est échangé contre un produit. Et celui qui l'échange sait qu'est-ce qu'il va chercher. Donc, les deux systèmes qui échangent connaissent les produits qu'ils veulent échanger. C'est ça qui le distingue de la troc ou du troc. En français, les deux genres existent, la troc et le troc. Et dans le troc, ce n'est pas parce qu'on échange des produits, c'est parce qu'on ne sait pas quel produit on va chercher au départ. Donc, on va faire le commerce, on a des produits, on va chercher des produits, peu importe le produit qu'on rencontre, on le prend. Sa différence avec la traite, c'est que dans la traite, on sait quel est le produit qu'on va chercher. On fait la traite de la gomme, on quitte les Pays-Bas, on va au Ghana actuel et on va chercher de la gomme. Ou peut-être pas au Ghana si on cherche de la gomme. On va dans la Mauritanie pour chercher de la gomme. On sait quel est le produit qu'on va chercher et on sait quel est le produit qu'on amène. On peut faire la traite de la gomme, la traite de l'or, mais c'est toujours un commerce de longue distance. Et c'est dans ce cadre qu'on a fait aussi la traite des captifs. Et malheureusement, il est arrivé que la traite, la migration forcée de population la plus énorme dans l'histoire, c'est la traite atlantique. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a une confusion. Tout le monde pense, quand on dit esclavage, tout le monde pense à la traite atlantique. Si quelqu'un est capturé au Fouta, on l'amène à Gorée, il échappe et arrive à retourner au Fouta, il n'est pas un esclave. Il retourne dans son statut. Mais s'il traverse l'Atlantique, c'est déjà très long. Déjà, rien que la traversée de l'Atlantique, avec toute la violence qui l'accompagne, vous avez le temps d'être déjà transformé. Et traité souvent en cheptel, comme un animal. Il y a une tentative de transformation. Aristote a fait de bons développements dessus parce qu'il était dans la société athénienne. C'est un esclave, c'est un animal assez particulier parce qu'il parle. Donc, c'est toujours difficile de le transformer en captif, en esclave, mais on peut y arriver. Donc, c'est ça, cette différence-là, je voulais vraiment l'établir. L'esclavage, ce n'est pas la traite des esclaves. C'est ça qui fait qu'un Africain peut mettre en esclavage un autre Africain. Un Européen peut mettre en esclavage un autre Européen. C'est arrivé. C'est la forme la plus répandue de mise au travail des humains dans l'histoire de l'humanité. Le travail libre, c'est né hier soir à l'échelle de notre histoire. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont soumis à l'esclavage dans les sociétés contemporaines. Donc cette distinction est très importante à faire entre esclavage et traite des esclaves. Moi, j'allais même dire traite des captifs, pour être plus précis. Parce qu'on est simple, justement, juste en captivité. Alors, je voudrais ici aussi partager avec vous le cheminement qui m'a conduit à l'étude des traites esclavagistes et des esclavages en Afrique. Et aujourd'hui, depuis toujours du reste, je travaille plus sur l'esclavage en Afrique. Pas l'esclavage en Mississippi, ni en Bagdad. C'est les singes. Donc, le processus qui m'a amené à cela,
c'était... j'avais conduit des recherches sur l'histoire de l'enfermement des prisons pendant plus d'une décennie. Pendant plus de 10 ans, j'avais travaillé sur l'histoire des prisons. Après, j'ai été, pour ainsi dire, capturé moi-même par le sujet de l'esclavage, qui m'a transformé peut-être maintenant en esclave du sujet. Et à l'époque, j'étais un jeune historien, bon, pas si jeune que ça, mais quand même un jeune historien, et j'étais très naïf comme historien. Et alors, je m'étais aventuré dans le sujet de l'esclavage et je considérais que c'était un objet d'histoire aussi banal que n'importe quel autre objet. Pour moi, c'était juste un objet d'histoire et que j'allais l'étudier. Comme on m'a appris le métier d'historien, je vais l'étudier comme on étudie tous les autres objets. Ça a commencé par... j'étais membre de l'association des historiens africains et on a lancé un appel à projet, un appel pour communication. Le 3e congrès de l'association des historiens, c'était Histoire et mondialité et globalisation. Et ça m'a trouvé aux États-Unis quand j'ai reçu l'appel. Particulièrement, j'étais à Boston et j'étais dans un hôtel. Et le matin, j'étais au restaurant et la personne qui nous servait pour le petit déjeuner est venue tout près de moi et elle m'a dit « Je suis content qu'il y a quelqu'un d'entre nous parmi eux. » C'était une phrase très énigmatique pour moi qui venait du Sénégal et d'une tradition francophone. Cette personne, si je vous la décris, pour aller vite, je dois dire, elle était afrodescendante dans le vocabulaire américain. Et elle a dit, bien, je suis content qu'il y a quelqu'un d'entre nous parmi eux. Je considère que j'étais le seul noir dans les personnes qui prenaient le petit déjeuner à l'hôtel. Donc je voyais une catégorie qui permettait d'identifier une personne et de construire une identité d'appartenance à partir de la couleur de la peau. Donc elle, celle qui m'a dit cette phrase, elle considérait qu'elle et moi, on appartenait au même groupe et que j'occupais une position peut-être privilégiée d'être parmi les gens qui étaient servis, mais que ça lui donnait une satisfaction. J'ai dit, bon, si je reconstruisais, si je reconfigurais les identités ici, peut-être même que je serais de l'autre camp et qu'elle, elle n'est pas dans le même camp que moi. Et je découvrais progressivement combien était importante et combien était important le facteur de couleur de peau dans l'identification des personnes aux États-Unis. Y compris même quand vous n'appartenez pas dans la même classe sociale, vous pouvez être intégré dans un groupe d'appartenance qui se fondait sur la couleur de la peau. Donc ce facteur avait joué un rôle extrêmement important dans la construction des États-Unis d'Amérique. D'autant que ce n'était pas la première fois. La première fois que j'ai eu la catégorie comme identification, c'est dans l'avion même où on m'a donné une fiche à remplir. On m'a dit de dire si j'étais caucasien, latino, africain-américain ou autre. Et moi, j'avais mis à autre, ma race, c'était humain. Je me considérais juste comme un humain, parce que je savais que, et l'UNESCO l'avait démontré depuis longtemps, que ces races qui étaient dans le fiche de formulaire pour les avions, ça ne marchait pas, que la race n'existe pas. Mais le fait qu'on l'utilise le rend performatif dans l'histoire. Donc on ne peut pas l'ignorer. Ça fonctionne dans les mémoires. Mais comment les historiens doivent adresser cette question? Est-ce que les historiens doivent suivre ces mémoires qui sont construites ou bien ils doivent dire aux gens pourquoi ils s'identifient comme ça? Et à quoi ça sert d'être identifié comme ça?
quelle est sa fonction et à quoi cela sert. C'est ça qui m'a amené, moi qui travaillais sur les prisons, à dire, ah mais je vais regarder comment les gens écrivent sur l'histoire de l'esclavage, sur l'histoire des traites esclavagistes chez les Africains. Et j'ai proposé ça pour le congrès des historiens africains. J'ai fait mon résumé très rapidement, très naïvement en historien. J'ai écrit un résumé de 15 pages et avec un titre, Lecture africaine de l'esclavage et des traites esclavagistes. Et j'ai envoyé. C'était accepté. Et je suis arrivé au colloque et on m'a donné la parole à mon panel qui se déroulait assez particulièrement parce que c'était un amphithéâtre rempli de personnes. Et j'ai fait ma présentation et c'était le 11 septembre 2001. Moi aussi, j'ai eu mon 11 septembre 2001, 9/11. Alors, et j'ai fait ma présentation qui a déclenché une très vive polémique à ma très grande surprise. J'étais très surpris. Et ceux qui portaient le plus la charge, c'était ceux qui m'avaient enseigné l'histoire, comment on fait l'histoire. Je ne comprenais pas pourquoi il était aussi dur avec moi de dire que oui, tu t'introduis dans un sujet que tu ne maîtrises pas, tu n'as rien compris, et de suite. Mais j'étais à la table en m'interrogeant, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dis, je n'ai rien compris, je m'excuse? Ou est-ce que je dois vraiment dire ce que je pense réellement et être attaquant comme j'ai l'habitude d'être? Finalement, j'ai choisi de dire, bon, je vais mettre moi aussi mes bazookas et je vais tirer comme tout le monde. Alors, l'idée que j'avais dit, c'était simplement de dire que les lectures que j'avais faites des travaux des Africains, des historiens en particulier, c'est que souvent ils avaient accepté les mémoires. Deuxièmement, ils avaient accepté des facteurs qui étaient utilisés par les fabricants de l'esclavage eux-mêmes, les dominants dans le système esclavagiste, quel qu'il soit, que ce soit l'esclavage en Amérique, l'esclavage en Afrique ou l'esclavage partout ailleurs, les historiens avaient tendance à accepter les facteurs que les esclavagistes utilisaient, ils les ont acceptés comme valables pour construire l'histoire. Deuxièmement, la façon d'étudier la traite des esclaves, ça m'avait un peu étonné, qu'on l'étudie seulement au moment du contact entre les compagnies européennes et le moment où ils achètent les esclaves. Comme pour le dire, je le dis souvent dans mes cours à l'université, je dis que ce que je regarde concrètement, c'est que j'ai l'impression que quand en Afrique on parle des traites esclavagistes, je ne dis pas esclavage, mais des traites esclavagistes, j'ai l'impression que les esclaves tombent du ciel sur Gorée, qu'ils ne viennent pas de l'intérieur. Et si on veut vraiment comprendre le phénomène, et le comprendre est très important pour nos sociétés, il faut regarder toute la chaîne. Il ne faut pas regarder le maillon final de la chaîne, vous n'aurez rien compris. Vous pouvez, bien sûr, attaquer les Européens, vous les appelez blancs, c'est votre problème, mais vous pouvez les attaquer et dire que vous êtes victime. Ça, c'est le schéma le plus simple et le plus facile. Mais vous pouvez le rendre plus complexe en regardant toute la chaîne. Et là, si vous regardez toute la chaîne, vous avez la chance d'échapper aux mémoires. C'était ça ma position, donc, qui mettait en responsabilité, bien sûr, l'initiative de la traite atlantique. Les bénéfices de la traite atlantique ont été pour l'Europe. C'est les compagnies européennes, pas tous les Européens qu'on va mettre dans la catégorie de blancs ou de je ne sais pas quel facteur naturel pour les définir, qui sont en responsabilité, mais il y a des Européens qui ont eu l'initiative en organisant avec la naissance de l'économie mercantile et un système qui s'appelle capitalisme, à initier un phénomène nouveau qui démarre au XVe siècle et qui arrive sur les côtes africaines. Mais cette initiative qui a largement bénéficié à l'Europe, qui a participé vigoureusement à son développement en forçant à la migration les Africains sur l'Amérique, est impossible entre le XVe et le XVIIIe siècle.
sans qu'il y ait des segments des sociétés africaines qui participent à la production du système. S'il n'y a pas des Africains qui participent à la production du système, le système ne peut pas marcher. Et ces Africains, ils ne le font pas parce qu'ils sont ignorants, ils ne le font pas parce qu'ils sont faibles, ils le font par une lecture très claire de leurs intérêts, puisque les sociétés africaines sont aussi complexes que les autres sociétés. Si vous acceptez que vos sociétés ne sont pas aussi complexes, que simplement que vous étiez là au XVIIe siècle, des gens sont venus dans les villages ramasser les gens et les amener en Mississippi, vous décrivez vos sociétés comme des sociétés ineptes, hors de l'histoire, et vraiment, j'avais utilisé le mot, si vous considérez que vos ancêtres sont idiots, moi je considère que mes ancêtres ne sont pas idiots. Ils sont très intelligents, ils ont eu à être impliqués dans un processus historique où ils avaient leur propre agency, où ils avaient leur propre agenda, et c'est ça qu'il me faut comprendre. Justement, pour sortir, puisque le système qui a été mis en place au XVe siècle se poursuit jusqu'aujourd'hui. On dit souvent que l'histoire éclaire le présent. Dans le cas de la traite, parfois c'est le présent qui permet même de comprendre la traite. Il faut bien regarder les sociétés africaines contemporaines dans leur rapport à l'Europe. Et justement, on pourra le discuter sur les migrations actuelles. Je suis très énervé quand je regarde les débats dans les télévisions européennes sur les migrants actuellement. Présentement, je suis très, très énervé par ce débat, puisque c'est un débat où souvent on amène des experts, des démographes européens et tout. Mais il n'y a jamais les immigrés eux-mêmes ou des Africains qui sont partie prenante de cette affaire. On ne les écoute, on ne pense même pas qu'ils peuvent discuter de cette question. Et souvent, on le regarde à partir d'une perspective nationale très étroite. Personne ne se pose la question de qu'est-ce qui produit ces migrants. Et on dit, oui, les migrants, ils vont transformer nos vies, ils vont modifier nos façons de faire. C'est une menace sur les cultures et civilisations européennes. Mais pendant 5 siècles, l'Europe a fracassé des cultures, a fracassé des sociétés. Vous ne pouvez pas fracasser toutes les sociétés de la planète et dire que vous allez rester indemne en Europe et que personne ne va entrer ici. C'est un système global qui est mis en place, et ce système global, vous ne pouvez pas l'analyser à partir de frontières nationales. Ce n'est pas possible, vous n'y comprendrez rien. Quand une entreprise européenne, un capital européen émigre en Afrique, c'est un migrant, mais qui est invisible comme migrant. On voit le migrant africain qui arrive, qui est une personne, mais le grand migrant qui s'appelle le capital, quand il arrive en Afrique et détruit les sociétés africaines, personne ne l'appelle un migrant. Et on a des guerres civiles qui ont été déclenchées en Afrique par des compagnies de pétrole. Vous avez suivi le procès Elf. La guerre civile au Congo, son rôle est très clair. Vous ne pouvez pas fracasser le Congo et dire que Elf, là où il a quitté pour émigrer au Congo, les Congolais ne peuvent pas émigrer quand leur société est fracassée pour aller là-bas aussi comme migrants. Donc les migrants, ce n'est pas seulement les personnes. Il y a d'autres migrants qui sont invisibles et dont on ne parle pas. Et ces migrants-là actuels, ce qui se passe actuellement permet de bien comprendre ce qui s'est passé entre le 15e et le 18e siècle. Le lien entre ces multinationales et les élites africaines actuelles et le modèle d'économie de prédation qui est produit dans les sociétés africaines contemporaines, qui fait que les ressources de ces sociétés sont capturées et extraites du continent comme la force de travail était extraite du continent, qui n'est plus consacrée à l'éducation, qui n'est plus consacrée à la santé, qui ne donne plus des emplois. Ces multinationales qui détruisent ces sociétés en connivence avec les élites africaines provoquent les migrants actuels qui sont des migrants volontaires, entre guillemets. Alors qu'entre le 15e et le 18e siècle, le même capital et compagnies européennes arrivent sur les côtes africaines, s'accordent avec des élites africaines, pas toutes les élites, hier comme aujourd'hui, pour provoquer une migration forcée en rapport avec les transformations de l'économie mondiale, avec les transformations qui se déroulent autour de l'Atlantique et qui construisent notre monde actuel.
Donc, pour bien comprendre l'ancien monde, il faut regarder le monde qui est à nos pieds. Malheureusement, on le regarde en nous enfermant dans des frontières nationales qui ne permettent pas de les comprendre. La même chose, dans l'ancien temps, les définitions des gens, les facteurs qui sont utilisés pour les définir sont des facteurs mémoriels et les historiens, je pensais, ne les avaient pas suffisamment attaqués pour les déconstruire et permettre de les comprendre. C'était ma ligne de défense. J'étais très vigoureux dans cette ligne de défense. Et à l'époque, avec ma naïveté de jeune historien, mais 17 ans après, je garde toujours la même conviction. Qu'il y a eu une connivence entre compagnies européennes et segments des élites africaines pour que la traite soit possible. Je ne dis pas l'esclavage, la traite soit possible. Que des Africains capturent d'autres Africains, les acheminent sur la côte et les vendent à des Européens. Et les compagnies européennes vont construire avec leurs intellectuels une catégorie qui est la catégorie d'êtres noirs pour justement camoufler le phénomène historique devant lequel on était placé. Et je vais revenir sur ces catégories de couleur de peau, comment ça a fonctionné et comment ça fonctionne et qu'est-ce que cela signifie pour moi. Tout de suite, quand on a fini le panel, je suis sorti, j'étais bien fâché. Et des Européens, je dois dire même peut-être des Blancs, sont venus me voir dans mon coin. J'étais seul, mais vraiment furieux contre tout le monde. Et ils m'ont dit, je vous félicite, vous êtes très courageux de dire ce que vous avez dit. Je pense la même chose, mais je n'ose pas le dire parce que si je le dis, on va m'accuser de raciste. Et des Africains, donc des Noirs, j'utilise leur catégorie, sont venus me voir dans mon coin et m'ont dit, mais non, ne te fâche pas, tu as raison ce que tu dis. Mais il ne faut pas le dire devant les Blancs. Moi, tout de suite, dans ma naïveté, j'ai dit, mais où sont les historiens? Parce qu'on ne peut pas se définir en noir et blanc quand on veut étudier un phénomène. On se définit en historien, on se définit dans les sciences humaines, c'est ça qui nous réunit. Ce n'est pas la couleur de notre peau qui nous réunit. Et j'ai décidé à partir de ce moment de travailler sur le sujet. Et j'ai décidé depuis lors, parce que pour moi, c'était un enjeu extrêmement important. Et c'est ce processus qui m'a amené à questionner les mémoires, comment on se représente soi-même dans cette histoire et qui est le producteur de ces facteurs identitaires et quel effet cela a dans l'écriture de l'histoire. Alors, on est toujours rattrapé par un phénomène historique qui est très mal étudié, qui n'est pas très bien approché. On est toujours rattrapé parce que on a vécu et tout le monde était très mal à l'aise quand les médias se sont emparés de ce qui s'est passé en Libye. Que des êtres humains étaient vendus et c'était filmé dans les écrans. Et tout le monde certains ont dit, oui, c'est des résidus, c'est des phénomènes résiduels d'un passé très lointain qui n'existe plus. Et les leaders d'opinion, les institutions internationales, avec de puissants relais assurés par les réseaux sociaux, ont également eu presque une condamnation unanime. De nombreuses organisations de la société civile ont même fait organiser des manifestations et des protestations. Les États africains et européens ont annoncé des mesures fortes pour mettre un terme par des opérations de rapatriement des migrants. Les débats étaient vifs sur les réseaux sociaux. Ici et là, on a parlé de retour de pratiques d'un autre âge, considérées comme révolues. Inévitablement, les tentatives d'explication du phénomène ont cherché à situer les responsabilités à l'origine de ce qui semble avoir surpris plus d'un. Jusqu'à cette spectaculaire médiatisation,
les débats sur la question relevaient plutôt de conflits mémoriels ou académiques, sur des processus historiques relevant d'un passé plus ou moins lointain, même si ces héritages continuent d'impacter lourdement les relations de pouvoir au sein des sociétés qui y furent impliquées et entre elles. Bien sûr, il y a eu une forte charge émotionnelle que ça a suscité par la médiatisation, parce qu'aussi on était dans le domaine de la mémoire qui convoque souvent l'émotion. Et on a centré le débat sur la recherche de responsabilité plus que sur l'explication du phénomène. Et en cherchant les responsabilités, souvent, on évacue l'explication qui est plus libérateur que la condamnation verbale. Et les uns ont pointé un doigt accusateur sur les politiques migratoires européennes, d'autres sur un racisme anti-noir atavique au monde arabe. Les pouvoirs publics des États africains d'où sont originaires les migrants n'ont pas été non plus épargnés. À longueur d'ouvrages et de débats, les historiens nous apprennent que l'histoire, c'est la meilleure des portes d'entrée pour comprendre le présent. Moi, j'ai pensé qu'il faut inverser la perspective pour considérer que ce qui est advenu en Libye comme un laboratoire qui est comparable à celui des chimistes ou des physiciens dans notre quête de compréhension du passé et du passé de l'esclavage et des traites esclavagistes. On a pensé que c'était des survivances de pratiques d'un autre âge. Je me suis posé la question, en est-il réellement ainsi ou cherchons-nous à nous voiler la face? Le présent libyen, loin d'être un cas isolé, on peut penser aux mines, aux plantations, aux guerres civiles, grandes consommatrices de main-d'œuvre servile infantile en Afrique et ailleurs dans le monde, éclaire d'un jour nouveau les traites esclavagistes et les esclavages du passé. Bien sûr, ce n'est pas le même phénomène. Les contextes historiques sont si radicalement différents qu'aucun historien n'aura la naïveté de croire que c'est le même trafic qui se reproduit sur des siècles de distance. Je ne vais pas vous faire de longs développements sur la période saharienne ou sur la... Juste vous dire que cette période a duré 12 siècles, a concerné quelque chose comme 7 à 9 millions, les chiffres varient. Cet héritage est très peu interrogé, puisqu'il interpelle, bien sûr, des mémoires et des connivences de rapports entre l'Afrique subsaharienne et le monde arabe dans la période des luttes anticoloniales. C'est pourquoi il y a eu un silence des historiens africains comme des historiens arabes sur la traite transsaharienne. Et ici, il est important de revoir comment les Africains entrent dans l'écriture de l'histoire. Ici, quand je parle d'histoire, c'est l'histoire universitaire, et particulièrement dans le monde francophone. C'est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale que véritablement les premiers historiens africains universitaires commencent à s'interroger sur l'histoire de l'Afrique. Jusque-là, la colonisation a eu comme justificatif de sortir l'Afrique des sociétés qui ont une histoire. L'historicité des sociétés africaines, la négation de l'historicité des sociétés africaines a été un puissant instrument de la colonisation. Il n'y a pas d'histoire en Afrique. Si vous prenez le modèle hegelien de l'histoire, de lever du soleil jusqu'à son coucher, le soleil n'est pas passé en Afrique. L'Afrique, aussi loin que l'on remonte, est restée à l'état ethnologique, toujours égale à elle-même et fixe, et embourbée dans la nature. L'esprit ne s'y développe pas, au sens hegelien du terme. Alors, il faut s'interroger sur cette conception-là et quel effet cela va avoir. Les historiens africains, la première tâche qu'ils se sont donnée, c'était de remettre l'Afrique dans l'historicité. Mais ça, c'était un besoin du mouvement anticolonial, de déconstruction de l'idéologie coloniale. C'était un besoin pour accompagner le mouvement anticolonial. La colonisation a dit l'Afrique n'a pas d'histoire. Les historiens africains vont dire l'Afrique a une histoire. Mais quelle histoire? Il fallait que cette histoire soit le plus identique possible de l'histoire de l'Europe.
L'Europe avait imposé le modèle d'histoire qu'on devait écrire. Et personne ne s'est interrogé sur sa déconstruction que très récemment. Et cette histoire, elle était une histoire chronologique, linéaire, et qui était bâtie sur le modèle de Antiquité, Moyen-Âge, temps moderne. Antiquité, bien sûr, tous les Européens, y compris les Norvégiens et les Islandais, ont leurs ancêtres en Grèce et à Rome. C'est vraiment la mémoire plate. Donc, on est allé rechercher ses ancêtres le plus loin possible dans l'Antiquité, Rome et Grèce. Quel est le challenge des historiens africains? C'est de trouver quelque chose qui ressemble exactement à ça, de plus ancien ou au moins aussi ancien, aussi brillant, avec les mêmes possibilités d'écrire son histoire. Parce qu'à l'époque, l'histoire n'avait pour source que l'écriture. Il n'y avait pas d'autres sources. Les sources orales étaient disqualifiées. Un peu l'archéologie était acceptée. Mais les historiens africains vont trouver dans l'Égypte, qui est en Afrique, le modèle même parfait. Parce qu'il est plus ancien que Rome et la Grèce, et que même il a enseigné à Rome et à Grèce les sciences. Ils ont construit une brillante civilisation. Il s'agissait simplement de démontrer que cette civilisation avait donné naissance à l'histoire de l'Afrique. Et quand les Européens, un Norvégien dit « Moi, mes ancêtres viennent c'est Démosthène, le 4e siècle grec », que moi, je puisse dire mes ancêtres, c'est Akhenaton, qui est plus ancien et plus aussi brillant. Et ils l'ont fait et très bien fait, les historiens africains de cette période. Et c'était pour accompagner le mouvement anticolonial, remettre l'Afrique dans l'histoire. Ils vont le faire et le réussir très bien. Et un des plus grands défenseurs de cette ligne, c'était Cheikh Anta Diop, un Sénégalais qui est la personne éponyme de notre université. Donc l'histoire qui va s'écrire également aura ceci de particulier. Dans l'historiographie européenne ou l'idéologie européenne, quand on rencontre en Afrique quelque chose de brillant, comme construction historique ou civilisationnelle, on va dire il faut chercher qui est le migrant qui a fait ça. Soit c'est un Phénicien qui est venu ici, mais ce n'est pas possible que ce soit les Africains, puisque les Africains, ils ne peuvent pas faire ça. Vous découvrez Zimbabwe, il faut trouver quelqu'un qui est étranger à l'Afrique qui l'a fait, mais pas les Africains. Vous trouvez les civilisations de la boucle du Niger, du Ghana au Mali, à Sanghaï. Non, ce n'est pas possible que les Africains aient pu construire quelque chose d'aussi bien organisé et institutionnellement bien organisé, où tous les témoignages s'accordent pour dire que c'était des empires où régnait la paix et le commerce était florissant et tout. Il faut chercher l'origine étrangère de ça. Et quand ils trouvent quelque chose qui est négatif, oui, ça, c'est les Africains. C'était l'idéologie coloniale. Les historiens qui accompagnent le mouvement nationaliste vont prendre exactement le contre-pied. Quand ils voient quelque chose qui est très négatif, il faut chercher les origines étrangères. Et ça a été quelque chose qui a impacté l'écriture de l'histoire. Et pour venir à notre sujet qui est l'esclavage et la traite des esclaves, l'Europe qui prend l'initiative de la traite va trouver quelque chose de génial comme instrument idéologique de légitimation de la traite des esclaves. Bien sûr, l'opinion européenne est particulièrement au XVIIIe siècle portée par les Lumières. Il faut quand même lui trouver quelque chose de crédible pour pouvoir l'amener à accepter la traite des humains. C'est une Europe chrétienne quand même. Donc, si ces gens sont des êtres humains qui peuvent participer à la rédemption du Christ, ce n'est pas possible. Maintenant, si on prend les humanistes des Lumières, même s'ils sont athées, c'est des humanistes et il faudra leur démontrer pourquoi on doit soumettre ces gens à une si forte violence qui dénie notre humanité. Il faut trouver une explication. Il faut amener un facteur qui va jouer un rôle décisif dans la construction de l'autre pour légitimer la domination que je lui
que je lui impose. Et la meilleure façon pour le faire accepter, et c'est une des conclusions à laquelle j'arrive, c'est que le meilleur système de domination, c'est le système de domination qui expulse le rapport de domination de l'histoire. Il ne faut pas que ça soit historique. Il faut le transformer en un rapport naturel ou en un rapport religieux. Si vous arrivez à faire que les dominants acceptent que ce qui les domine ne vient pas de l'histoire, parce que quand ça vient de l'histoire, vous pouvez le détruire. Vous avez été dominé historiquement. Si vous réunissez les conditions qui est capable de détruire le système historique qui vous a mis dans la situation où vous êtes, vous vous libérez. Et si on arrive à vous convaincre que la domination dans laquelle vous êtes relève de facteurs naturels contre lesquels vous ne pouvez rien, si vous l'acceptez, votre domination, et vous ne pouvez pas l'éliminer. Et les systèmes esclavagistes ont cela de très puissant, de pouvoir emporter la production de mémoire qui naturalise le rapport historique. Je vous l'ai dit dans le début de ma présentation, que la transformation d'un être humain de captif à esclave est un acte historique qui démarre par une violence exercée en un moment donné sur des communautés paysannes très souvent en Afrique pour les expulser de leur situation et les mettre dans un processus de captivité qui, à terme, par la dépersonnalisation, la désocialisation et la déshumanisation, les transforme presque en cheptel animal et pour les réduire en esclavage. C'est un processus historique. Mais le dominant dans le système n'a pas intérêt que les dominés voient que c'est un processus historique. Puisque si c'est un processus historique, vous m'avez imposé un rapport de force physique, politique, qui fait que vous pouvez me réduire à l'esclavage. Si je suis capable de réunir autant de forces que vous et de vous imposer un rapport de force contraire, je deviens libre. C'est ce que Haïti va faire. Mais si vous arrivez à me démontrer que ce qui me définit, ce n'est pas ce phénomène historique, mais que c'est un phénomène naturel, et ça, les systèmes esclavagistes le réussissent formidablement bien. On prend l'exemple de l'Atlantique. Vous prenez des captifs n'importe où en Afrique, qui ont eu des histoires très particulières. Vous prenez quelqu'un qui est du pays d'Agomba, dans le nord, entre le Burkina et le Ghana. Vous prenez quelqu'un qui est de la baie du Biafra. Vous prenez quelqu'un qui est dans la moyenne vallée du fleuve Sénégal, avec des histoires, des langues, des religions, des processus historiques qui les ont formés, qui leur donnent leur identité. Vous les réunissez tous à Ouida ou à Gorée, et la première chose qu'on fait, c'est de gommer toute leur histoire individuelle pour les mettre dans une nouvelle identité qui est identité de Noirs. On invente la traite des Noirs. Donc ces gens n'ont pas d'histoire individuellement. Ils ne viennent pas de société. On ne les a pas pris parce qu'on leur a imposé un rapport de force. Ils sont captifs parce qu'ils sont noirs. Et dès ce moment commence la construction mémorielle de la traite, que c'est une traite des Noirs. Ce ne sont pas des individualités, des gens qui ont une histoire, qui ont été capturés d'une certaine façon et qui habitaient dans des sociétés très complexes. Et la complexité de ces sociétés, on n'a plus besoin de les étudier pour comprendre pourquoi ceux-ci sont captifs et d'autres ne le sont pas. On va tendre à dire que tous les Noirs sont captifs, peuvent être captifs, tous les Noirs peuvent être victimes. On ne voit plus que ces sociétés sont vraiment fragmentées et que ce n'est pas n'importe qui devient captif dans ces sociétés. Pour comprendre le processus. Mais on va le camoufler dans le fait d'être noir. On va dire tous les captifs sont noirs, ce qui est vrai. On va passer à tous les noirs sont captifs, ce qui est faux. Dans le XVIIIe siècle de l'Atlantique, tous les captifs sont noirs, mais tous les noirs ne sont pas captifs. Et pour rejoindre mon explication de tout à l'heure, si vous prenez aujourd'hui les migrants, vous voyez les jeunes qui sont en Méditerranée, qui se noient ou qui meurent. On va dire, oui, c'est des Africains.
Mais on ne regarde pas quel est le processus qui les produit en Afrique, qui fait que ce ne sont pas tous les Africains. Je dis souvent, mon fils n'en fera pas partie. Et je le sais bien, puisque j'appartiens à un groupe social qui est en mesure de se protéger contre ce phénomène. Donc ceux qui y vont, c'est ceux qui ont une position défavorable dans les conditions actuelles de distribution du pouvoir en Afrique. Et il en est ainsi entre le 15e et le 18e siècle. Ce n'est pas tous les Africains qui vont en Mississippi. C'est des catégories d'Africains et principalement, ce sont les communautés paysannes qui, dans les villages, sont encerclés, leurs villages brûlés, capturés et vendus par des segments des élites des sociétés africaines. Idem aujourd'hui. Quand une compagnie européenne aujourd'hui intervient dans une société africaine, fracasse l'économie de la société, dit à l'État avec des institutions internationales, vous ne devez pas investir dans l'éducation, vous ne devez pas investir dans la santé, puisque c'est contraire, à l'économie libérale, laissez les choses aller, la main invisible du marché va tout équilibrer. Bon, bien sûr, vous fracassez les communautés villageoises qui sont dans l'immigration, on va dire, les Africains. C'est pas tous les Africains. Et très souvent même, les segments qui sont en connivence avec ces compagnies-là reçoivent une rente qui est utilisée pour venir à nouveau en Europe, acheter et investir en Europe dans ce qu'on appelle les biens mal acquis. Et qu'est-ce que ça produit? Absence d'éducation, absence de politique publique sociale. Et il ne reste plus aux jeunes des groupes défavorisés qu'une seule solution. Ou bien c'est la migration, ou bien de rejoindre AQMI ou Daesh. Donc il y a là une connivence objective entre compagnies européennes, élites africaines et ce qu'on condamne souvent, les fondamentalistes. Ils sont en connivence. Ils s'entretiennent les trois en même temps, malgré tout ce qu'on peut en penser. Si vous détruisez en installant une économie d'extraction, extraction soit de matières premières ou extraction des êtres humains, comme à l'époque de la traite, vous ouvrez la porte à ce que les victimes, ou bien ils font l'exit option, ou ils se réunissent, ils ont les ressources pour se réunir, former des groupes de contestation et prennent le pouvoir au nom d'une idéologie qui peut être l'islam, ce qui est arrivé au XVIIe siècle, même au XVIIe siècle en Afrique de l'Ouest. Il y a eu un mouvement organisé par un jeune de moins de 30 ans qui a organisé toutes les potentielles victimes. Ils ont fait une révolution, ça s'appelait le mouvement Toubnan, refuser la consommation d'alcool parce que l'alcool était l'instrument le plus utilisé dans la traite des esclaves. Ils ont pris le pouvoir en 1676 dans le nord de la Sénégambie. Premier acte qu'ils ont posé, c'est de supprimer la traite des esclaves. Et le leader leur dit, Dieu ne vous a pas donné des rois pour qu'ils vous vendent ou qu'ils vous pillent. Il vous a donné des rois pour qu'ils vous protègent. Donc c'est là qu'il démontre que, un, ce ne sont pas, tout le monde n'est pas victime. Deuxièmement, tu n'es pas obligé de participer, tu peux t'opposer à ce modèle-là. Parce qu'il y a l'idée qui dit que, oui, à l'époque, tu es obligé de le faire, si tu ne le fais pas, tu vas toi-même aller en esclavage. Si, il y a eu des gens qui ont été capables d'organiser la résistance des communautés paysannes autour de l'islam, et en partie, c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, au Sénégal, vous avez 95% de musulmans et une forte adhésion à l'islam, parce que l'islam a été libérateur dès le XVIIe siècle contre la traite. Ce mouvement va être démantelé. Un siècle après, on a une révolution islamique. 1776, dans la moyenne vallée du fleuve Sénégal. Premier acte pris, tout bateau qui passe par ici, on vérifie les gens qui sont à l'intérieur. S'il y a des captifs, s'ils sont capables de réciter le premier verset du Coran ou de dire la Shahada, ils sont libres. Et Clarkson, un des abolitionnistes anglais, a dit que ce régime-là est plus révolutionnaire et plus civilisé que le régime de la reine d'Angleterre. Parce qu'il est opposé à la traite des esclaves. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu des Africains qui se sont opposés à la traite en connaissance de cause. Et d'autres ont participé en connaissance de cause comme aujourd'hui. Donc le présent peut bien éclairer
le passé. Je reviens à cette identité de couleur. Cette identité de couleur a ceci de particulier. C'est que elle empêche, elle renforce les mémoires et empêche une lecture historienne. Parce qu'elle produit une altérité absolue. Cette altérité absolue qui définit le captif ou l'esclave à partir de la couleur de sa peau. Il ne peut rien contre la couleur de sa peau, c'est un phénomène naturel, c'est une naturalisation du rapport esclavagiste. Alors que c'est un phénomène historique, la mémoire va le transformer en un phénomène naturel et qui, si les historiens ne le déconstruisent pas, ne permet pas de comprendre la traite des esclaves. La notion de noir qu'on fabrique dès le bateau, que vous n'avez plus d'histoire, vous n'avez jamais existé avant. La seule chose que vous avez dans votre existence, c'est votre nature qui est d'être noir. Donc, on va vous embarquer dans une aventure qui vous transforme définitivement votre histoire en un phénomène naturel, la couleur de votre peau. Et si vous l'acceptez, vous êtes là-dedans pour toujours, puisque la loi américaine va aller beaucoup plus loin, y compris dans la définition de ce qu'est un noir, c'est de décider que si vous avez une goutte de sang noir dans vos ancêtres, vous êtes un noir, quelle que soit la couleur de votre peau. C'est la loi Jim Crow de One Drop, à partir de laquelle nous, on continue de réfléchir alors qu'il s'agit d'une loi raciste. Et tout le monde l'accepte. Au point que quand Obama était élu, moi j'étais ici à Berlin, deux Schweller m'a appelé, j'étais à Vico, et très le matin, ils m'ont dit, alors, est-ce que vous êtes... comment vous sentez-vous actuellement? Vous êtes enthousiaste à propos de l'événement? Bon, j'ai bien sûr fait très naïvement, j'ai dit, quel événement? Il a dit, ah, vous n'êtes pas au courant, Obama a gagné les élections aux États-Unis. J'ai dit, mais c'est très bien, mais vous n'êtes pas content de ça? J'ai dit, oui, je peux être content, mais pourquoi je dois être content? Parce que c'est la première fois qu'un noir est élu aux États-Unis. J'ai dit, bon, si vous acceptez les lois racistes de Jim Crow, oui, vous avez raison. Mais si vous regardez les choses de façon beaucoup plus compliquée, vous direz qu'Obama est un métis. Ça, c'est plus compliqué à expliquer. Parce que vous avez accepté les lois racistes des États-Unis qui dit que quand on a une goutte de sang noir, on est noir. C'est ça qui vous amène à définir Obama comme un noir. Obama, je crois qu'il a des ancêtres qui sont blancs, entre guillemets, et des ancêtres qui sont noirs, entre guillemets, et ça s'appelle métis. Et dans notre historiographie, c'est ça qu'on refuse. Parce qu'on est pris dans le piège des esclavagistes qui nous ont fait comprendre que ces gens qui sont mis en esclaves, ils le sont parce qu'ils sont noirs. Et puisqu'ils ne peuvent rien contre la couleur de leur peau, ils le seront définitivement. Et tous les systèmes esclavagistes ont fonctionné comme ça. C'est contesté quand les Ottomans ou les Européens ont mis en esclavage les Slaves. Ils ont voulu naturaliser le phénomène en disant que esclave égale slave. Et dans toutes les langues européennes, le mot pour dire esclave désigne en fait un peuple. C'est une façon de les expulser de l'histoire pour pouvoir légitimer leur mise en esclavage. Mais je peux compliquer encore davantage le phénomène en vous disant, quand un Africain met en esclavage un autre Africain, comment il fait? Quel est le facteur naturel qu'il va utiliser pour expulser la relation historique, l'expulser de l'histoire et l'amener dans une relation naturelle? Il va utiliser aussi un facteur naturel qui est le sang. Il va dire que celui-là, il est esclave parce que dans son sang, c'est un sang servile. Et si une fois que vous avez accepté que votre sang est servile, vous allez le transmettre à votre descendant. Ça veut dire que même si on abolit l'esclavage juridiquement, vous le restez. Et c'est ce qui fait l'existence encore aujourd'hui dans beaucoup de sociétés africaines de ce qu'on pourrait définir comme un esclavage passif. Que même s'il y a eu l'abolition en 1848, répétée plusieurs fois dans certains États africains, et que vous trouvez toujours ces relations esclavagistes dans la bande saharo-sahélienne, c'est justement parce qu'on a réussi à expulser la relation de son historicité pour le transformer en une relation naturelle. Et cette naturalisation
est un élément extrêmement puissant de construction des mémoires. Et en acceptant cette façon de voir, qui est un produit de l'idéologie coloniale, qui expliquait que les Africains étaient hors de l'histoire, qu'il fallait les sortir de leur naturalité pour les faire entrer dans l'histoire. On l'a répété il n'y a pas longtemps que l'Afrique n'était pas suffisamment entrée dans l'histoire, l'homme africain. Bon. Donc on a toujours les idées du 19e siècle en Europe sur l'Afrique et que, bon, on a décolonisé l'Afrique, mais on a oublié de décoloniser l'Europe, au point que les élites européennes continuent de penser l'Afrique comme au 19e siècle. C'est très déplorable. J'avais dit à l'époque que les Français auraient dû porter plainte contre leur président parce qu'ils utilisent de grands budgets pour financer des centres d'études de l'histoire africaine, donc ils financent quelque chose qui n'existe pas. À moins que tu décides que cette historicité vient de l'extérieur, et c'est ça souvent qui est pensé, que la dynamique historique en Afrique vient de l'extérieur. Ça aussi c'est de la mémoire et c'est de l'idéologie. Et qu'il faut le déconstruire et en montrer quels sont les mécanismes et quels sont les intérêts que ça sert, y compris en Europe, de la même façon qu'il y a une solidarité, et peut-être là je sors de mon champ d'historien, pour dire qu'il y a une solidarité à construire entre les peuples africains et les peuples européens qui subissent les effets néfastes de cette mémorialisation de l'histoire. En quoi? Les entreprises européennes, comme au XVe siècle, comme au XVIIe, XVIIIe, XIXe, continuent de venir toujours sur l'Atlantique, sur les côtes africaines, à se connecter avec des élites africaines et ensemble, ils fracassent les sociétés africaines et ça produit des migrants ou ça produit des djihadistes, peu importe. Et ces gens, quand ils arrivent en Europe, considérés comme des migrants, mais on va dans les débats de télévision leur cacher leur véritable origine, qui est une action d'une entreprise européenne qui a détruit une société africaine, en connivence avec des élites africaines. Ces migrants qui arrivent, on va couper, on va mettre un paravent pour ne pas voir d'où ils viennent. Donc on ne regarde que le moment de la frontière. On a même créé un truc qui s'appelle Frontex. Juste à la frontière, c'est là qu'on veut regarder. Si on ne regarde qu'à la frontière, on ne voit rien. Il faut voir qu'est-ce qui les produit depuis le début. Il y a un premier migrant qui est la multinationale, qui est le premier migrant qui, lui, n'a pas de passeport, n'a pas de visa, n'a besoin de rien. C'est le système qui dit qu'il faut faire laisser passer, laisser circuler. La main invisible réglera tout. Donc on arrive, on fracasse la société. Quand ça arrive ici, mais ça fait monter l'extrême droite par la peur d'une transformation des identités, d'une transformation des sociétés. Mais toutes les sociétés humaines sont dans l'histoire impliquées dans des transformations sans fin. Pourquoi on a peur aujourd'hui de la transformation? Et l'Europe du 7e siècle n'est pas l'Europe du 14e, ça n'a rien à voir, ni du 18e, ni du 20e. Et l'Europe dans 300 ans n'aura plus rien à voir avec l'Europe actuelle. C'est normal, c'est le processus normal. Mais on va faire peur aux gens parce qu'il y a, même au 18e siècle, je crois qu'il n'y a que 5 ou 6 migrants, 6 Africains noirs en France, et on dit qu'il y a un péril qui menace la France. Il n'y en avait que 4 ou 5. Et c'était un péril déjà. Cette peur-là n'est pas à l'avantage des sociétés européennes. Et la chose qu'il faut maîtriser, c'est cette connivence-là entre multinationales et élites, où on vient faire l'économie d'extraction et de pillage, et ensuite, acte historique, on le naturalise. On le naturalise comme acte historique. Et je vais donner un dernier exemple de construction mémorielle pour tirer une dernière conclusion et vous laisser la parole parce que, bon, comme tout bon enseignant, je suis très bavard, même malade. Alors, c'est une chose qui est très intéressante, c'est le moment où la France abolit l'esclavage dans ses colonies. C'est en 1848, 2 ans après la Tunisie. En abolissant l'esclavage, je ne dis pas la traite est déjà abolie en 1815. Même dans la loi sénégalaise
qui condamne la traite des esclaves, on a confondu traite des esclaves et esclavage. Dans la loi, il y a une erreur. Mais la traite des esclaves est abolie en 1815, après le congrès de Vienne. Entre guillemets, quand j'ai dit tout à l'heure à un ami, je donne une conférence à Berlin, il a dit, mais ce n'est pas pour partager à nouveau l'Afrique. Je lui ai dit non, c'est pour reconstruire, c'est pour contribuer à reconstruire et des regards historiens qui utilisent une matière première particulière qui s'appelle la mémoire. On va l'utiliser et ça va aider les gens à peut-être mieux poser les problèmes et à les comprendre, à les expliquer, à les comprendre et à mieux les poser. Donc, quand on abolit l'esclavage, il y a un article du décret abolitionniste qui dit « Tout individu qui touche le sol français est libre ». Mais à l'époque, la colonie de la France en Afrique, ça se réduit à Saint-Louis, Gorée et quelques forts sur le long du fleuve Sénégal, à Carabane et Albreda en Gambie. C'est des petits postes. C'est ça la colonie. C'est ça que quand tu touches ce sol-là, tu es libre. Mais tout le reste, c'est des sociétés africaines, aristocratiques, avec qui les Européens ont installé une économie qui, pendant 3 siècles, était bâtie sur la traite des esclaves. Et comme on a fait au XXe siècle, quand on a dit que ce n'est plus l'État qui est le moteur du développement, que maintenant c'est le marché, les Européens ont décidé, les Européens, la Banque mondiale et le FMI ont décidé que maintenant ce n'est plus l'État qui est le moteur du développement, c'est le marché. Mais on n'avait pas discuté avec les sociétés africaines pour voir comment on doit s'adapter à la nouvelle situation. Ça a provoqué les ajustements structurels, application de la même règle dans toutes les sociétés africaines sans considération de leur histoire. Cela a donné des catastrophes partout. La même chose quand l'Europe décide d'abolir la traite des esclaves, 1815, on se réunit à Vienne, il n'y a aucun Africain, on ne discute avec aucun régime africain, on dit maintenant, celui qui fait l'esclavage, tu es devenu un monstre, que tu es barbare, tu es sauvage, donc il faut arrêter. Et ça permet de mobiliser l'opinion européenne du 19e siècle. La traite est abolie et on somme les sociétés africaines de s'ajuster à la nouvelle donne. C'est le premier ajustement structurel. Et ces sociétés qui, depuis des siècles, étaient habituées à la traite des esclaves, ont eu toutes les peines du monde à s'ajuster à la nouvelle situation. Ça a créé une situation des plus extrêmes en Afrique. C'est-à-dire que le produit qui était vendu par les économies africaines, c'était l'esclave, c'était le captif. On ne le vend plus. On le recycle en Afrique. Donc c'est le moment où on a le plus grand développement de l'esclavage en Afrique, c'est le 19e siècle, quand on a aboli la traite des esclaves, paradoxalement. Mais on peut faire aussi le parallèle aujourd'hui. À l'époque, les Européens qui viennent en Afrique, 19e siècle, décident au nom de l'humanité, au nom de la défense de l'humanité, de sauver l'Afrique d'elle-même, puisqu'elle est engagée dans un processus d'autodestruction. Dans la Sénégambie, la réponse des Sénégambiens, ce sera l'islam, bien sûr. Au nom de l'humanité, on va vendre à l'opinion européenne l'idée que les Africains sont entrés dans un âge infantile, ils n'ont pas d'histoire, ils sont dans la nature, Hegel en est l'expression la plus achevée, et qu'il faut sauver l'Afrique contre elle-même. Aujourd'hui, on aurait pensé à ceux qui se réclament de droits de l'homme. C'est très bien de faire la défense des droits de l'homme. Mais il faut le connecter avec les processus historiques réels, qui est la mise en place des programmes d'ajustement structurel après avoir dit aux sociétés africaines pendant les 30 glorieuses que l'État était le moteur du développement et brusquement on change de modèle et on dit maintenant c'est le marché. Et on ne négocie rien avec les sociétés africaines, on les met sous ajustement structurel, tout se fracasse et ça crée ces migrants en masse qui arrivent sur les sociétés européennes. Et avec les conséquences que l'on sait, montée de l'extrême droite, donc si vous voulez aller à nouveau
la République de Weimar et ensuite le nazisme et la guerre mondiale. Bon, heureusement que la guerre mondiale est devenue impossible. Voilà le modèle qu'on doit regarder de très près et le réhistoriciser. Le réhistoriciser parce que la colonie française de la Sénégambie, qui s'appelle le Sénégal, avec Saint-Louis et Gorée exclusivement, pratiquement c'est tout, est entourée par des sociétés esclavagistes. Et on décide que tout esclave qui touche Saint-Louis est libre. Mais l'administration qui est sur place peut être très sensible à ce qui se passe à la rue Oudinot ou ce qui se passe chez les abolitionnistes, mais il est confronté à un problème réel. Si tu veux nourrir Saint-Louis, tu es obligé d'être en relation avec le Waalo, tu es obligé d'être en rapport avec le Cayor, c'est les royaumes autour de Saint-Louis, et eux sont esclavagistes. Parce que ça fait des siècles qu'ils sont là-dedans, qu'ils sont dans la traite des esclaves, des captifs, et brusquement vous avez arrêté ce système, et ils se retrouvent avec des captifs qu'ils transforment en esclaves, et vous dites que tout esclave qui touche mon sol est libre, et eux, c'est le modèle qu'ils ont. Et vous voulez commercer avec eux. Mais le commerce qu'ils font, les gens qui portent les produits, c'est des esclaves. S'ils viennent à Saint-Louis pour faire le commerce, vous les libérez. Ça crée une tension diplomatique incroyable. Donc l'administration coloniale qui est sur place comprend très bien la situation. Mais à Paris, les abolitionnistes qui défendent les droits de l'homme, les administrations centrales ne comprennent pas quelle est la situation réelle sur le terrain. Résultat des courses, l'esclavage est maintenu partout, y compris dans la colonie. On autorise même les gens de Saint-Louis, on leur dit, il y a un arrêté qui est pris qui leur dit, vous pouvez aller à l'intérieur du pays, dans l'interland, racheter, pas acheter, parce qu'acheter c'est l'esclavage. Racheter c'est libérer. Racheter des esclaves, les amener à Saint-Louis et vous les libérer quand ils ont 18 ans. C'est le compromis qu'on a essayé de trouver. Les Saint-Louisiens vont acheter des esclaves à l'intérieur, ils les amènent à Saint-Louis, et quand ils approchent de 18 ans, ils les vendent en Mauritanie, et ils recommencent. Donc l'esclavage, y compris dans la colonie, est maintenu sur le sol français. Jusqu'en 1904, survient un phénomène. Un jeune commandant de cercle, c'est les administrateurs européens, est affecté à Saint-Louis, est affecté à Thiès. À l'époque, la colonie s'est déjà étendue, on a conquis tout le territoire. La colonie du Sénégal, tel que le territoire existe aujourd'hui, existe en 1904. Il y a un commandant dans un cercle, c'est la division administrative, qui vient d'arriver dans la colonie. Il y a un aristocrate qui a vendu une esclave pour célébrer le mariage de sa fille. Il la prend. Lui qui est venu récemment d'Europe, qui pense que l'esclavage est aboli depuis 1848, qu'on ne parle plus d'esclavage en Afrique, il convoque le vendeur d'esclaves, qui est un aristocrate. Et il lui dit, la pratique que vous avez exécutée est interdite par la loi, vous avez une amende de 100 francs et vous allez faire 15 jours de prison. L'aristocrate, pour lui, perdre sa liberté, c'est devenir esclave et ce n'est pas pensable. Il était accompagné par un esclave à lui qui prend un couteau, qui le plante au commandant de cercle et le déchiquette et il meurt. La nouvelle arrive en France. Dans les journaux, tous les journaux en parlent. On en parle parce que justement ce commandant de cercle, c'est le fils du ministre. Ça fait un grand scandale. C'est quoi cette histoire de notre colonie du Sénégal où l'esclavage est aboli depuis 1848? Il y a encore des gens qui vendent des esclaves et même qui tuent les commandants de cercle, qui est en plus le fils du ministre. Mais on nous a toujours trompés. Les mouvements abolitionnistes se lancent dans le débat. L'opinion publique, le Parlement, on va créer une commission parlementaire, qui est la meilleure façon pour enterrer les problèmes depuis toujours. On va créer les commissions, on va étudier qu'est-ce qui se passe dans nos colonies. Et l'administration organise une enquête sur l'esclavage en Afrique occidentale française qui est constituée, même Afrique équatoriale française, 4 colonies plus 8, 12 colonies. On mène une grande enquête.
Et les résultats de l'enquête avec questionnaire on en fait une synthèse qui est ce qu'on appelle le rapport Poulet, qui est dans les archives. Et on décrit l'esclavage africain. Et la défense de l'administration a consisté à dire que ce qui se passe en Afrique, ce n'est pas de l'esclavage. L'esclavage africain, qui est inventé tout de suite, esclavage domestique, esclavage de case, c'est une façon de parenter, c'est une relation parentale. Le maître, il ne distingue pas ses enfants de ses esclaves, il les aime tous, il les adore. C'est un esclavage intégrateur, humanitaire, un esclavage doux qui intègre les personnes perdues par les crises dans une famille, puisque l'Africain ne peut pas vivre sans famille, c'est un être communautaire. Voilà la lecture ethnographique qu'opère l'administration coloniale française en 1904. Mais pour mener l'enquête, qui on a interrogé? On a interrogé les auxiliaires de l'administration coloniale qui sont issus des anciennes aristocraties qui sont défaites par la colonisation et qui sont recyclées dans le système administratif. C'est eux qu'on interroge. Mais eux, ils sont les esclavagistes. Vous leur demandez c'est quoi l'esclavage. Et ils savent que vous avez aboli l'esclavage. Ils vous le présentent sous un jour tout à fait nouveau, très joli, que c'est un esclavage qui est intégrateur, humanitaire, bienveillant, qui protège les esclaves, qui leur donne même des droits. Ils peuvent se marier, ils peuvent posséder, il n'y a pas de marron, il n'y a rien. Ça n'a rien à voir avec ce que pensent ces misérables abolitionnistes en Europe, avec toute leur presse. C'est différent de ce qui se passe en Amérique. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le monde arabe, dans la Mésopotamie. Rien. L'esclavage, l'Afrique n'a rien à voir avec tout ça. Vous savez, eux, c'est des enfants. Donc, on déshistoricise le phénomène. C'est cette conception esclavagiste qui présente l'esclavage dit africain. Pour moi, il n'y a pas d'esclavage africain, il n'y a que l'esclavage. L'esclavage en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, dans des conditions particulières qui donnent le statut, la condition de l'esclave est déterminée en fonction de ces conditions particulières, mais ils n'ont rien à voir avec soit un continent, une couleur de peau ou quoi que ce soit. C'est des phénomènes historiques qu'il faut étudier en tant que tels. C'est ce type de lecture qui sera repris par les nationalistes africains, puisque ça leur est très favorable de présenter un phénomène universel sous un jour nouveau en Afrique qui le présente comme quelque chose d'humanitaire, d'intégrateur, de doux, qui n'a rien à voir avec l'esclavage en Mississippi. Bien sûr, l'esclavage en Mississippi, c'est un esclavage, moi je le dis souvent, très bête, parce qu'il entraîne une confrontation et une violence maintenue sur toute la période. Tandis que l'esclavage qui va se développer dans des sociétés qui ne sont pas capitalistes, qui ne sont pas de subsistance, c'est ça qui explique le modèle esclavagiste de l'Amérique. C'est qu'il sert un système qui est un système d'accumulation primitive, pour utiliser le langage des marxistes et aller vite, alors que le système esclavagiste dans des sociétés de subsistance n'a pas besoin d'avoir ces grandes masses d'esclaves enfermés dans des plantations avec un rapport de force de violence. Ça a existé, surtout au XIXe siècle, dans certaines sociétés africaines, où vous avez une séparation radicale entre les esclaves et les maîtres. Les esclaves vivant dans des villages particuliers, qui dans le Fouta-Djallon s'appellent des Roundés, avec à côté les maisons, les villages des maîtres. Donc il y a une séparation, avec justification par le sang servile et le sang noble. Donc, on a là une lecture qui va affecter l'esclavage en Afrique, repris par les nationalistes, mais produit par l'administration coloniale de connivence avec les aristocraties qui pratiquent l'esclavage. Donc, on a tout de suite nié l'existence de l'esclavage en Afrique, ce qui fait que les historiens africains ne vont presque pas étudier du tout l'esclavage en Afrique. Vous regardez toute l'historiographie de l'Afrique, je peux en donner des exemples et des exemples. Si vous prenez l'histoire générale de l'Afrique, 8 tomes, vous rencontrez très rarement l'étude de l'esclavage. Vous prenez tous les travaux
des périodes de 1950 jusqu'à presque dans les années 2000, pas d'étude de l'esclavage. On a une division du travail entre Européens et Africains et Nord-Américains. Les Européens, les Nord-Américains étudient l'esclavage en Afrique. Les Africains étudient la traite des esclaves. Et ce n'est pas par hasard. Vous prenez l'ouvrage de Meassou en 1975, il n'y a qu'un seul Africain qui a contribué. Et l'ouvrage, c'est l'esclavage en Afrique. Il n'y a qu'une seule contribution africaine d'un Guinéen. Et vous pouvez le regarder dans l'historiographie. Cette division du travail va se maintenir jusque dans les années 2000. Aujourd'hui, c'est largement remis en question. Il y a beaucoup d'universités, beaucoup de centres qui travaillent sur l'esclavage en Afrique, en connexion avec le monde de la recherche. Et ce n'est pas par hasard. Ça résulte de l'ouverture de l'espace public africain avec l'irruption de nouveaux acteurs sur le champ historique, les femmes qui étaient toujours ignorées, les descendants d'esclaves qui s'affichent et qui demandent aux historiens d'où venons-nous, quelle est notre histoire. Vous avez fait l'histoire de l'aristocratie et des États aristocratiques. Maintenant, il faut que nous, on existe dans votre histoire. Vous l'avez au Mali, en Mauritanie, Ira, vous avez Timidria au Niger. Ce sont des mouvements. Vous avez même dans le nord du Sénégal, Ndam Bilali, sur lequel on a consacré un documentaire, qui revendique une présence dans l'histoire de ces sociétés en tant que descendants d'esclaves. Ces mouvements naissent à partir de l'ouverture de l'espace public. Donc les historiens sont sommés de leur dire d'où ils viennent, qui sont-ils. Pourquoi on les avait oubliés dans l'écriture de l'histoire. C'est ça qui explique cette émergence dont je participe peut-être inconsciemment en 2001 à Bamako. Et le même risque qui avait existé, qui avait fait que les historiens du mouvement nationaliste avaient plus cédé aux mémoires pour aller étudier la traite et non l'esclavage, et étudier la traite juste au moment de l'échange à la frontière, influencés par les mémoires nationalistes, le même risque existe aujourd'hui que les mouvements anti-esclavagistes, les mouvements des descendants d'esclaves, ils ne sont pas seuls parce qu'ils sont accompagnés par toutes les organisations de défense des droits de l'homme, influencent également l'écriture de l'histoire contemporaine de l'esclavage en Afrique. Il faut que les historiens se souviennent des méthodes de leur discipline, des règles de leur discipline, pour ne pas tomber dans le piège des descendants d'esclaves, qui, eux, sont des engagements citoyens, des engagements politiques respectables, et même que les historiens peuvent être sympathiques à ces engagements, peuvent même y être engagés, peuvent se battre parce que c'est des citoyens au nom des droits de l'homme, mais quand il s'agit d'exercer le métier, d'être vigilant, de ne pas tomber sur une nouvelle naturalisation des rapports ou une nouvelle imposition des mémoires des descendants d'esclaves. Donc, il faut qu'on arrive à s'émanciper des deux, aussi bien des aristocraties qui ont influencé la vision de l'esclavage et des traites esclavagistes depuis le 19e siècle. Il faut qu'on fasse aussi attention aujourd'hui aux mouvements anti-esclavagistes. On peut être très sympathique et même engagé avec eux dans l'action citoyenne, mais faire la distance quand il s'agit de les étudier historiquement et de leur dire votre mémoire est respectable, mais c'est une matière première pour l'historien et je vais le traiter comme matière première, c'est-à-dire vous dire pourquoi vous voulez être présenté comme vous le dites, pourquoi vous avez besoin de ça, c'est ça mon rôle d'historien. Et c'est ça même qui va vous aider beaucoup plus à votre combat citoyen, plutôt que de me soumettre à votre propre discours. C'est un peu la lecture que je fais de ces mouvements qui se déroulent dans l'historiographie contemporaine de l'Afrique et des mouvements citoyens du monde actuel dans sa complexité. Bon, il y a toujours des limites à tout cela et je les reconnais bien sûr et je reste à votre disposition.